Bonjour docteur Isabelle Lani, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Bonjour Stéphanie. Vous êtes docteur en médecine et en sciences de la vie, à la fois scientifique et médecin, parce que c'est pas la même chose. Médecin, c'est un art, vous êtes un artiste. On essaye. On essaye, exactement. Oui. Et vous avez écrit un livre très intéressant qui s'appelle La pensée médicale en action. Je peux le montrer d'ailleurs. Volontiers, oui. Voilà, à la place de mon visage. Voilà. Exactement. Qui nous emmène dans toute cette pensée créative des médecins et la pratique du terrain. Ça, c'est très important, c'est même majeur. Au départ, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre, tout simplement ? C'était pendant cette crise sanitaire, j'ai été stupéfaite de la réaction de beaucoup de collègues devant les injonctions gouvernementales de ne pas recevoir des patients dans leur cabinet, de ne pas soigner les gens, de ne pas leur prescrire tel ou tel médicament, de ne pas les surveiller et donc de les abandonner finalement sans soin. Et ça a été la première souffrance pour moi pendant cette crise sanitaire. Et je me suis dit, mais comment est-ce possible ? Qu'est-ce qui fait que, en général, les médecins déploient un cheminement intellectuel avant d'agir ? Ce cheminement intellectuel, en fait, on n'en parle jamais pendant les études de médecine. C'est ce que moi j'appelle la pensée médicale. Cette pensée médicale, on la découvre en fait en pratiquant la médecine. Et je me suis dit que c'était le début de la réflexion. Je me suis dit il faut repartir à la base. Quelles que soient les entraves à réfléchir avant d'agir quand on est médecin, quels que soient les mécanismes, les causes, il faut déjà définir qu'est-ce que c'est que cette pensée médicale, comment la rendre visible. Et quand je me suis attelée à l'écriture de ce livre, je me suis dit que la meilleure manière de rendre visible cette pensée médicale, c'est de repartir dans mes souvenirs de pratique et de montrer qu'est-ce qui a émergé dans ma réflexion pour que je change mon action. Alors il se trouve que moi, je ne suis pas médecin de soins. Alors bien sûr, pendant la durée de mes études médicales, notamment quand j'étais ce qu'on appelle une externe, c'est-à-dire que c'était avant la 6e année de médecine, j'apprenais et je voyais du soin se faire et j'avais aussi mes points de vue, je remplissais des dossiers comme un médecin de soins. Mais après, j'ai été médecin du travail. Et aussi dans la médecine du travail, même si on ne prescrit pas des médicaments, donc on ne fait pas de médecine chimique, on prescrit, en fait, on donne des conseils, on examine physiquement les gens aussi. Hein. On observe, on cherche des symptômes, on dépiste parfois des maladies aussi, même si ça n'a pas de lien avec le travail. On essaye d'analyser les conditions de travail et les risques professionnels pour prévenir, c'est-à-dire anticiper ce qui pourrait se passer et qui pourrait dégrader la santé des gens qu'on reçoit dans notre cabinet. Donc à cette occasion-là, on voit parfois une pathologie, qui peut être une pathologie du corps, pas forcément psychique, mais une pathologie apparaître, et on peut se demander comment on peut faire pour que ça ne s'aggrave pas. Est-ce qu'il y existe dans les conditions de travail quelque chose qui va précipiter la personne dans une aggravation de sa pathologie ? Donc je cite des exemples dans le livre d'une personne qui avait une sclérose en plaques, par exemple, et puis d'autres personnes, souvent c'est plutôt des questions de souffrance au travail avec des syndromes anxieux ou dépressifs graves. Donc à chaque fois, la question c'est de savoir ce qu'on va, avant d'entreprendre une action en tant que médecin du travail qui va être une action de conseil, d'aménagement de poste, c'est-à-dire changement de conditions de travail, ou bien parfois d'inaptitude, c'est-à-dire pour donner à la personne la possibilité légale de partir de l'entreprise, donc inaptitude à tous les postes de l'entreprise, pour qu'elle puisse échapper à un lieu qui lui démolit la santé.
Donc pour éviter un suicide, par exemple. Donc ça, j'ai découvert qu'on avait une fonction très importante. Alors on peut dire que c'est pas du soin, mais en même temps on soigne quand même. On réconforte, hein, voilà. Donc avant de décider, de prendre des décisions qui sont vraiment très graves pour la personne, qui peut perdre son travail par exemple, ou qui peut, à la suite de nos recommandations adressées à l'employeur, avoir des problèmes de conflit avec l'employeur, qui va peut-être vouloir l'écarter du travail aussi, alors qu'il veut rester. Donc tout ça, c'est grave. Ce qui fait qu'il faut réfléchir avant. Donc moi aussi, dans mon activité, bien que ça ne soit pas une médecine de soins, j'ai dû me poser des questions et faire un cheminement intellectuel qui est de l'ordre de la pensée médicale pour faire des diagnostics de pathologies psychiques ou physiques, de rectifier des diagnostics aussi et de renvoyer des personnes que je voyais en visite médicale vers leur médecin traitant ou vers des spécialistes. Donc j'ai fait quand même ce travail de pensée médicale, moi aussi, pour faire des diagnostics, par exemple. Hein. Voilà. Vous prenez une médecine hippocratique, on peut dire que en fait c'est une médecine holistique, c'est-à-dire globale, et c'est à la fois un art et un humanisme. Alors la médecine hippocratique, d'après ce que j'ai compris, elle d'abord elle est apparue il y a 2500 ans à peu près, hein. C'était à l'époque d'Hippocrate. Elle faisait une rupture avec la médecine précédente qui était une médecine divinatoire. Donc la médecine hippocratique, c'est la première fois que on observe les gens. On observe des signes sur le corps, sur l'attitude. On établit une relation de confiance avec une personne. Et ce que moi je décrirais comme une honnêteté intellectuelle, on essaye de rassembler des indices, comme le ferait un policier dans une enquête policière. Donc rassembler des indices pour comprendre ce qui se passe dans le corps et le psychisme des gens, et pouvoir étiqueter, puisqu'on a besoin d'étiqueter avant d'agir. Hein. Donc donner un nom, identifier un syndrome, identifier une maladie. Un syndrome, c'est un ensemble de signes. Hein, pour pouvoir ensuite se poser la question de savoir comment on va prendre en charge la personne pour la soigner ou pour la réconforter. Voilà. Donc tout ça est basé sur l'observation. Donc c'est un peu... C'est basé sur l'observation, mais aussi sur une réflexion qui est vraiment intègre. C'est-à-dire qu'il faut une intégrité. Et c'était ça qui était particulier, c'est que le médecin hippocratique, en fait, ne délivrait pas des sentences et des prédictions d'avenir pour se faire plaisir et se montrer le plus intelligent et acquérir de la notoriété, hein, comme avant. Mais là, c'était vraiment au service de la personne pour améliorer sa santé, enfin pour améliorer son existence. Donc c'était une médecine, en tout cas, qui ne souffrait pas des questions des conflits d'intérêts. Ben là, vraiment, je pense que c'est clair, et il y a des valeurs humanistes, hein, dans le serment d'Hippocrate qu'on doit prêter au moment de la thèse de médecine. Bon, alors c'est vrai que je me souviens, moi j'étais un peu surprise, parce que je m'y attendais pas du tout, en fait. Quand j'ai passé ma thèse de médecine, j'ai présenté mon exposé, et puis après on m'a entraînée dans une petite salle, où on m'a fait habiller avec une sorte de blouse, on dirait une blouse d'avocat, un truc comme ça, là, voilà. Donc je m'y attendais pas, tu vois. Et c'était... et puis bah, voilà, on m'a donné le serment d'Hippocrate à lire. Donc j'ai lu, et je savais pas que ça allait se passer comme ça, quoi. Et bon, c'était un peu en décalage, parce que je sortais d'un moment très terre à terre, je peux dire, dans l'exposé de ma thèse. Tout était factuel, bon. Et d'un coup, je me retrouve avec un texte à lire qui est chargé d'émotions, et chargé d'engagement et de valeurs éthiques, etc. Solennel.
Voilà, et donc je dois dire que c'est un peu, parfois c'est comme quand on est dans une église et qu'on se sent en décalage et on a envie de rire alors qu'on est en train d'enterrer quelqu'un, tu vois. Et donc c'était, mais j'ai senti cette émotion quand même, ça m'a pris, que c'était un moment finalement qui devait être solennel. Et je l'ai senti qu'il y avait un décalage, que j'étais d'un coup en train de dire quelque chose qui m'engageait pour toute ma vie, quoi, en fait. C'est comme un engagement ou un mariage? Ben en tout cas, c'est un engagement moral, c'est un engagement qui donne aussi un sens à l'existence et un sens au travail, bien sûr. Mais récemment, je suis devenue médecin retraité, donc j'exerce plus comme métier, hein, mais je peux faire des ordonnances pour ma famille, mes amis, donner des conseils d'une manière très très restreinte. Mais en même temps, je me suis rendu compte que finalement, c'est une manière d'être et je le serai jusqu'à ma mort. Quand on est médecin, en fait, on se préoccupe de l'autre. Quelqu'un nous appelle, nous demande quelque chose, bah, on est tout de suite... Enfin, moi, je ne peux pas dire, bon, voilà, demain, je lui répondrai, ou c'est pas possible. C'est une vocation. Il y a quelque chose qui t'appelle, tu vois, c'est un appel. Et je ne conçois pas, et si je peux pas répondre tout de suite, ça m'embête, quoi. Voilà. Justement, vous dites que cette pensée médicale, elle est fondée sur deux qualités importantes que sont le calme et le courage. Ce sont deux choses qu'on a perdues de vue pendant le Covid. Ça vous a particulièrement déçu, choqué, étonné? Oui, par exemple, cette peur de la contagion, c'était extraordinaire parce que pendant toutes mes études, même dans des services de pneumologie, par exemple, où il y a des maladies contagieuses, hein, notamment la tuberculose, et je cite justement cette histoire intéressante dans mon livre, d'un passage où, en tant qu'étudiante en médecine, je m'occupais d'un patient qui était suspect d'avoir une tuberculose pulmonaire. Donc, quand on dit ça aujourd'hui, on pourrait s'attendre à voir tout le monde rentrer avec un masque dans la pièce et lui-même portant un masque éventuellement. Eh ben non, c'était pas ça. Et puis le jour de la visite, tout le monde rentre dans la chambre sans aucun problème. Donc en fait, je pense que cette peur d'être contaminé, c'est quelque chose qui a été créé par l'ingénierie sociale, par une propagande et une manipulation de chiffres officiels qui a fait que ça a créé de l'angoisse. Et pourquoi les médecins hospitaliers, par exemple, ont été touchés par cette angoisse alors qu'ils ne l'avaient pas avant? Enfin, moi, j'ai jamais vu un médecin hospitalier inquiet d'être contaminé, hein, jamais. Que ce soit pendant mes études ou plus récemment, jamais. Eh bien, je pense que ça vient du fait, par exemple en France, qu'on a restreint le nombre de structures hospitalières pour accueillir les patients à 100 par décret, sur des milliers de structures qui étaient disponibles, avec plein de cliniques d'ailleurs qui avaient arrêté leur programme d'opération pour pouvoir justement accueillir des patients Covid s'il y avait besoin. Ben non, on les a écartés et il est resté 100 de structures, notamment dans les grands CHU des grandes villes, qui avaient le droit d'accepter des patients Covid. Ce qui fait qu'on a concentré les malades dans des lieux limités et que le personnel de ces CHU, en fait, ou centres hospitaliers régionaux, a vu des gens dans un état de délabrement de santé qu'on ne voyait jamais avant. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas été soignés auparavant en ville. Beaucoup de gens âgés, puisqu'il y avait beaucoup de gens âgés qui étaient concernés, avaient été abandonnés dans leur appartement en leur imposant la solitude, en leur donnant aucun médicament qu'on donne habituellement dans une infection respiratoire, c'est-à-dire des antibiotiques, voire des corticoïdes. Voilà, et en plus, aucun moyen de surveiller l'oxygène du sang, alors que c'était, pour le Covid, un truc très particulier, c'est que les gens qui manquaient d'oxygène n'étaient pas essoufflés. Donc ça veut dire que quand on leur avait dit « si vous êtes essoufflé, il faut appeler le SAMU », etc., c'était déjà trop tard. Ils étaient à 48 heures de la mort.
Donc plein de gens sont arrivés dans un état de délabrement, comme une médecine de guerre. Et donc je me souviens avoir lu dans le magazine Marianne des témoignages d'internes en médecine qui étaient traumatisés de voir des gens comme ça. Donc il y a eu comment dire, une mise en scène quelque part pour stresser le personnel médical qui, et on a entendu ou lu après des témoignages d'infirmiers par exemple qui rentraient chez eux ou chez elles et qui se déshabillaient hors de chez elles avant d'entrer dans la maison ou l'appartement avec la peur de contaminer sa famille. C'est une psychose. Ben, c'est une hystérie, oui, c'est ça, une hystérie collective, une peur, et on voit bien que c'est quand même, voilà. Donc si tu veux, moi, j'étais un peu stupéfaite. Comment dire, l'explication avec l'histoire des hôpitaux restreints, ça m'a permis de donner du sens à cette réaction qui n'était pas compréhensible de la part de mes collègues et de mes collègues, que ce soit les infirmiers, aides-soignantes. Enfin, il y a eu tout un ensemble, et puis ensemble, les gens ont eu peur, quoi. Vraiment, ils ont eu peur. Est-ce que c'est la première fois dans l'histoire de la médecine qu'on voit le lobby et le politique s'immiscer dans la relation malade-médecin par exemple, c'est la première fois qu'on voyait une interdiction de prescrire? Ah ben oui, pour moi c'était la première fois dans mon existence que j'ai vu un décret où on empêche de prescrire un médicament. Et en plus de ça, c'était... finalement, la plupart des médecins pensaient qu'ils n'avaient pas le droit de prescrire, parce qu'il y avait le décret, mais en réalité ils avaient le droit de prescrire. Parce qu'il y a eu un recours en Conseil d'État, si je ne me trompe pas, par l'avocat Maître Krikorian. Et la réponse, c'était que oui, le médecin, il a toujours la possibilité, hors autorisation de mise sur le marché même, de prescrire un médicament s'il pense que c'est la meilleure thérapie pour son patient là en particulier à ce moment-là. Et ça, c'est inaliénable. Donc je pense que malheureusement, beaucoup de gens ne le savent pas. Et beaucoup de collègues de bonne foi n'ont pas voulu prescrire parce qu'ils savaient que c'était interdit par décret. Et puis, il y a beaucoup de pharmaciens aussi qui ont été surveillés et éventuellement sanctionnés de délivrer de l'hydroxychloroquine, par exemple. Il y a eu peur de la délation. Oui, ils sont surveillés. Et puis là, maintenant, avec le dossier pharmaceutique qui existe depuis l'année dernière, qui est obligatoire, automatique, et que même aucun pharmacien ne peut clôturer, alors que normalement le patient pourrait devoir demander la clôture de ce dossier pharmaceutique, puisque c'est une surveillance, c'est-à-dire que tous les pharmaciens aujourd'hui, quand ils délivrent des médicaments avec l'ordonnance, via la carte vitale, tout ça c'est transmis à l'ordre des pharmaciens. Donc l'ordre des pharmaciens peut surveiller l'action de chaque pharmacien. Et donc d'abord c'est une rupture du secret médical, mais bon, on en a vu justement, rupture du secret médical, on a vu pour la première fois sa rupture avec l'histoire des tests Covid, de diagnostic, et puis la publicité, oui c'est ça, et le fait que la vaccination était sur une plateforme SIDEP, hein, donc que ce soit les attestations de tests, les résultats des tests ou les attestations de vaccination étaient accessibles sur une plateforme SIDEP par n'importe quel médecin, pour n'importe quelle personne. Ce qui est tout à fait contraire à la préservation du secret médical. Pendant cette terreur sanitaire ont été développées les téléconsultations, puisque les gens ne voulaient plus sortir de chez eux, certains étaient terrorisés. Or, cette téléconsultation va à l'encontre de ce qu'on peut appeler l'art du diagnostic, qui repose sur les 5 sens du médecin, la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat éventuellement. Enfin voilà, hein, examiner un corps, c'est le toucher, c'est l'observer. Donc la téléconsultation ne permet pas cela en fait. Bah oui, et donc c'était une faute à mon avis pour un gouvernement d'empêcher un médecin de recevoir dans son cabinet les gens et de pouvoir les examiner, parce qu'on peut pas.
Imaginons qu'on ait besoin, par exemple, d'écouter les poumons de quelqu'un. Déjà, c'est difficile de le faire de visu parce qu'il faut vraiment avoir l'oreille fine pour entendre certaines choses. Mais alors, par vision, on n'entend rien du tout. Donc, et puis d'autant plus que, par exemple, pour mesurer l'oxygène sanguin, si on est chez soi et qu'on n'a pas d'appareil pour le faire, on ne peut pas indiquer le résultat au médecin. Donc vous avez très vite réuni beaucoup d'indices concordants pour vous dire cette crise finalement n'est pas sanitaire ou... Ah, c'est autre chose ça. C'est une question politique. Oui, le fait que la crise soit pas sanitaire, là on va vers autre chose. C'est plus de l'ordre de ce qu'on était en train de parler. Donc c'est. Moi je me suis déjà alarmée quand j'ai vu que les chiffres de Santé publique France pendant l'épidémie, le début de l'épidémie, donc les chiffres qui apparaissaient en premier, c'était les chiffres de tests positifs. Et il n'y avait rien qui garantissait que la personne soit malade, puisqu'il n'y avait pas d'informations sur les symptômes cliniques, si la personne avait des symptômes ou pas. Et donc moi je regardais sur les données de Santé publique France, je regardais surtout les passages aux urgences, les hospitalisations en réanimation et les décès. Et c'est à partir de ces chiffres-là que je me faisais une idée de la gravité de la situation. Mais pas du tout ce qui était présenté par les médias ou par le gouvernement. Donc là, je me suis dit, c'est étrange quand même, cette manière de suivre. C'est pas ordinaire, quoi. C'est pas de la bonne médecine. D'accord. Alors les chiffres, ils existaient, mais il fallait avoir l'idée d'aller les chercher pour pouvoir les interpréter. Voilà. Pour en revenir à votre formation, j'avais une question qui me brûle les lèvres. Votre thèse de médecine a porté sur l'anorexie mentale. Pourquoi vous aviez choisi ce sujet en particulier ? Alors, depuis très longtemps, au début de mes études de médecine, je m'intéressais à la capacité du psychisme d'interagir avec le corps. Comment, je me posais cette question, comment il est possible que des contrariétés ou la perte d'un être cher il puisse y avoir un lien avec l'apparition de maladies organiques, avec des lésions, voire des maladies graves. Alors, on disait, c'était assez bien compris qu'une personne pouvait avoir un infarctus, par exemple, parce qu'elle avait été stressée. Parce qu'on imagine un peu les liens, quoi. Le cœur qui réagit, les artères qui peuvent se serrer comme ça de manière réversible et provoquer un infarctus. Bon. Mais pour les autres maladies, c'était un peu mystérieux. Donc je voulais creuser ça et je me suis dit pourquoi ne pas s'interroger sur l'anorexie mentale, parce que l'anorexie mentale, en fait, elle est classée comme une maladie psychiatrique en France, mais maladie psychiatrique, c'est quand même curieux, puisque les gens sont parfois, dans certains cas, tellement maigres, tellement cachectiques. Cachectique, c'est un mot qui veut dire qu'il n'y a plus que la peau et les os, quoi, qu'ils se retrouvent en réanimation et que certains meurent. Donc c'est plus une maladie psychique, ça s'appelle une maladie du corps. Et j'avais, dans mon expérience d'étudiante en médecine, et notamment de jeune interne, parce que j'ai fait un stage en psychiatrie, j'ai eu en charge des patientes anorexiques. Et ce qui me frappait, c'est que au niveau du fonctionnement mental, il y avait rien de particulier, quoi. C'était des gens comme vous et moi. Il n'y avait pas de délire, par exemple, comme pour les psychoses. Il n'y avait pas de volonté de violence comme des gens qui sont en état limite. Et donc voilà, c'était des gens, des personnes ordinaires, entre guillemets. Alors, les psychiatres qui sont spécialisés allaient chercher des signes de perversion derrière ça, et moi je trouvais que c'était une manière de dévaloriser les personnes qui n'était pas juste. Et je me disais, l'important ce serait de comprendre justement comment, s'il y a quelque chose qui se passe au niveau psychique, comment ça arrive dans le corps pour arriver à une telle mise en danger de la personne.
Et je trouvais que le fait que les anorexiques restreignent donc à un comportement alimentaire particulier, trient les aliments, diminuent la ration calorique, etc., ça ne pouvait pas expliquer cet état de maigreur extrême. Parce qu'il y a des gens obèses qui mangent 800 calories par jour comme des anorexiques et qui ne peuvent pas perdre de poids. Donc donc, comme j'aimais beaucoup l'endocrinologie, c'est-à-dire la discipline médicale qui s'intéresse aux hormones, donc des hormones, c'est-à-dire des substances qui circulent dans le sang et qui ont un effet un petit peu partout dans le corps, y compris sur le comportement, j'ai fait l'hypothèse que l'anorexie mentale, en fait, c'est une maladie du corps qui est médiée par des hormones, des substances qui circulent dans le corps et qui peut-être, et donc je faisais l'hypothèse, peut-être qu'elles viendraient même du système digestif. Et donc à cette époque, on ne connaissait pas les peptides d'origine digestive qui peuvent agir sur le comportement alimentaire, à part la cholécytokinine, mais donc j'avais échafaudé tout un scénario. Et d'ailleurs, un des membres du jury de ma thèse, qui était un chercheur à l'INSERM, gastroentérologue spécialisé en biochimie des peptides, avait dit « J'ai lu cette thèse comme un roman policier ». Voilà. Et donc, à travers ce travail de recherche bibliographique, puisque j'ai cherché un certain nombre d'articles pour étayer mes hypothèses, donc c'était peut-être exagéré, j'en sais rien, mais en tout cas, mon imagination jouait aussi dedans. J'ai construit des hypothèses, quoi. J'ai construit des pistes de recherche que moi-même, après, j'ai pas pu mettre en œuvre parce que j'ai pas eu la possibilité de le faire, bien que j'ai cherché à le faire, mais en tous les cas, voilà, c'était un début, et j'ai découvert à cette occasion-là une représentation des maladies à travers le modèle de l'anorexie mentale, donc de toutes les maladies qui peuvent être soit légères, donc commencer par des troubles fonctionnels, c'est-à-dire des symptômes et qui sont réversibles, et petit à petit, en fonction des personnes et en fonction du temps qui passe, aller vers des choses lésionnelles, donc ce qu'on appelle des maladies organiques, avec des lésions qu'on peut voir soit en regardant les organes quand on opère les gens, on voit des lésions comme un ulcère de l'estomac par exemple, ou bien qui n'existent qu'au microscope, c'est-à-dire qu'on fait un prélèvement de l'organe, on regarde et on voit des anomalies au microscope. Ça, c'est lésionnel. Hein, voilà. Et donc, à partir de ce travail que j'ai fait sur l'anorexie mentale, donc de recherche bibliographique et d'élucubration, on peut dire, d'élaboration d'hypothèses physiopathologiques, c'est-à-dire de mécanismes qui font passer le dysfonctionnement vers la lésion. Donc c'est à partir de là que je me suis dit peut-être que finalement toutes les maladies du corps c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a toujours des prémices fonctionnelles et puis en fonction du terrain de la personne, en fonction de son fonctionnement psychique, soit elle va vers la lésion, soit c'est réversible et les choses se calment. Donc en fait, l'idée, c'est que pour toute maladie, il y aurait un continuum entre les symptômes fonctionnels et les lésions, donc les maladies organiques. Hein, voilà. Donc votre manière de réfléchir me fait penser à cette phrase connue qu'on attribue à Einstein, l'imagination est plus importante que la connaissance. Ah ben, là, je pense qu'Einstein, il avait attiré l'attention des chercheurs sur ce moment très particulier, au moment où on se réveille le matin et où on a une pensée flottante, et là où il y a des choses qui viennent, et c'est justement comme ça que j'ai eu l'idée d'ailleurs de faire mon travail sur l'anorexie mentale. Un jour, je me suis réveillée, j'étais dans mon lit, encore un peu dans le brouillard. Et c'est là où ça m'est venu à l'idée d'utiliser l'anorexie mentale comme modèle pour comprendre le lien entre psychique et somatique. Et donc c'est ce que Einstein disait, en fait. Lui-même, il avait observé sur lui-même qu'il avait des intuitions, des fulgurances, en fait, dans ces moments particuliers. Hein,
et qui lui ont permis de trouver des solutions à des problématiques qui me dépassent bien sûr, mais... Il a exploré voilà. des sentiers non battus. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, vos travaux doivent être en lien avec ceux de Sabine Hazan, qui exerce en Californie. À voir. Ouais. Elle centre son travail sur tout le système digestif, justement. Et oui, je l'ai entendu récemment dans une interview, justement. Sur Géopolitique profonde. Oui, c'est ça, oui. Que je salue ici bien fort. Donc toutes ces réflexions, ça vous a conduite à cette étude comparative de l'histoire de 2 écoles de psychosomatique. Oui, c'est ça, oui. Oui. Alors ça, c'était à une période de ma vie qui était un peu triste. C'est-à-dire que je voulais, à la fin de mes études de médecine, la recherche m'intéressait tellement que j'avais tenté pour le concours de l'internat. Le concours de l'internat, alors c'est un concours, alors maintenant ça a un autre nom, mais enfin bref, c'est examen classant et je sais plus quoi là. Enfin c'est bon. Ça permet d'accéder en tout cas à la période qu'on appelle l'internat, qui prépare soit à une spécialisation, soit à la médecine générale, parce que maintenant ça a été aussi rendu obligatoire. Les mieux classés ont le choix, c'est ça ? Alors en fait, on peut choisir aujourd'hui sa future spécialité en fonction de son classement. Et il y a un numerus clausus pour chaque spécialité, il y a un nombre de postes restreint. Et à cette époque-là, il existait une filière qui a disparu ensuite, qui s'appelait la filière recherche médicale. Et donc je trouvais que c'était formidable parce que si je réussissais, ça allait me permettre de faire une thèse de sciences. Et d'aller faire des expériences dans un laboratoire de biologie et d'acquérir une thèse de sciences tout en finissant mes études de médecine. Et j'ai eu la chance, effectivement, j'avais passé le concours de Nantes, parce qu'il y avait 6 interrégions à l'époque. J'avais passé le concours de Nantes et le concours de Lyon. Et à Nantes, j'avais été reçue pour la recherche médicale alors qu'il n'y avait que 2 postes sur 2000 personnes. Chapeau. Voilà, alors tout le monde ne voulait pas faire de la recherche, hein. J'étais assez bien classée, mais quand même pas, j'étais pas la première. Hein. Mais en tout cas, j'ai pu faire ça et j'étais vraiment ravie, quoi. Et donc, ça a été une opportunité pour moi. J'étais payée en tant qu'interne, mais je faisais de la recherche. Et en même temps, j'acquérais un nouveau diplôme, une thèse de sciences. Donc j'ai passé ma thèse de médecine en 90, fin 91 je crois, c'était la thèse de sciences. Puis après, je me suis rendu compte que c'était très difficile de se faire recruter comme chercheur. C'était mon but dans un organisme de recherche. D'abord, je me suis heurtée très vite à une limite d'âge à 29 ans. Et donc, la première fois que je me suis présentée à l'INSERM, j'ai été pas mal classée, mais pas suffisamment pour être recrutée, parce qu'il y avait très très peu de postes. C'est là où j'ai découvert qu'il n'y avait que 10% des gens qui pouvaient avoir un poste de chercheur avec une thèse de sciences de la vie. 10%, c'est pas grand-chose. Ça veut dire 90% de gâchis. 90% des gens qui se retrouvent sans rien. Et alors donc après, ils vont faire des stages qu'on appelle postdoctoraux. Souvent, c'était à l'étranger à l'époque. Mais pendant toute la période de thèse, ils n'avaient aucun revenu. Il n'y avait pas de contrat à cette époque-là. Maintenant, il y a des CDD pour les disciplines expérimentales. Mais à l'époque, des gens pouvaient, pendant 4 ans, faire une thèse de sciences de la vie sans avoir aucun revenu, pas de sécurité sociale, pas de droit au chômage, voilà, pas de reconnaissance d'accident de travail non plus. Donc quand j'ai pris conscience de ça, j'ai concouru après dans un autre panel de gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi, plus expérimentés, qui avaient des dossiers scientifiques plus fournis. Et donc j'ai été classée pas mal, mais on m'a dissuadée de continuer en me disant « vous n'avez aucune chance pour l'avenir, il vaut mieux changer de métier ». Donc je me suis retrouvée bizarrement au chômage. Pourquoi ? Parce que je ne pouvais même plus faire de la médecine, puisque à cette époque-là, dans le décret qui avait créé toutes ces filières de l'internat, la filière recherche médicale était particulière.
une fois qu'on avait la thèse de médecine, on n'avait même plus le droit de faire de remplacement de médecin généraliste, et on n'avait plus le droit d'exercer la médecine. Donc c'était une bizarrerie. Punitive. Eh ben oui, alors qu'on avait quand même si on avait fait 4 ans de recherche en biologie, avant on avait eu toute cette formation, et on avait exercé au moins pendant 6 mois, 1 an de la médecine comme interne. Voilà. Donc j'étais très triste, j'ai été au chômage, j'ai fait pendant cette période de chômage, je me suis inscrite à la Sorbonne et j'ai fait par équivalence un DEA d'histoire et philosophie des sciences, ce qui m'a ouvert l'esprit aux sciences humaines et m'a fait descendre de mon piédestal de scientifique qui pense qu'il est sachant, qui sait tout, donc c'était une bonne chose pour moi. Et puis aussi qui m'a ouvert aux difficultés sociales, puisque quand on vit le chômage, surtout à 32 ans, là, c'est quelque chose, je veux dire, de très, très bizarre, quoi. Surtout hyper diplômé comme je l'étais. Donc j'ai vu il n'y avait pas grand-chose pour moi. Finalement, j'ai compris qu'en appelant un service administratif qui s'occupait de l'internat, des personnes très gentilles m'ont dit « Ah, mais vous savez, il y a une pénurie de médecins du travail, vous pourriez passer le concours européen, qui est une filière parallèle, pour accéder à cette spécialité, refaire un internat de 2 ans et demi supplémentaire. » Donc j'ai fini par le faire parce que j'avais besoin de gagner de l'argent et je ne connaissais absolument pas cette discipline. On ne nous l'enseignait pas pendant les études, la médecine du travail. C'est comme ça que j'ai découvert la médecine du travail après et que je l'ai exercée, effectivement. Et finalement, la souffrance au travail, ça rejoint tous vos questionnements psychosomatiques, enfin sur la psychosomatie. En tout cas, ça résonne avec quelque chose qui me préoccupait, hein, c'est sûr. Et puis, ce que j'ai fait quand même, qui était réparateur pour moi et en même temps utile pour d'autres, c'est que j'ai écrit un livre à cette époque-là qui s'appelle « Jeunes chercheurs, souffrance identitaire et désarroi social », qui est paru aux éditions L'Harmattan en 1998, donc ça fait longtemps maintenant, hein, ça fait 27 ans. Et où je décrivais pour la première fois l'échec professionnel des jeunes qui ont des thèses, qui ont travaillé, qui ont investi énormément, qui ont espéré, qui étaient passionnés, et qui d'un coup se retrouvent avec une déqualification totale et un rejet, finalement, après toutes ces années d'efforts et de privation matérielle, hein, puisqu'il n'y avait pas de salaire à l'époque. C'est pour ça qu'ensuite vous êtes allé vers ce qu'on appelle la médecine fondée sur des preuves. Alors la médecine fondée sur des preuves, moi je sais pas, enfin je veux dire c'est une médecine, c'est la médecine qu'on pratique aujourd'hui hein, en Occident. Donc c'est une médecine qui s'appuie sur des sciences. Donc la médecine occidentale aujourd'hui, c'est pas la médecine chinoise, hein, c'est pas une médecine empirique, c'est une médecine qui s'appuie sur des sciences, alors qui peuvent être la physique pour la cardiologie par exemple, la chimie pour tout ce qui est endocrinologie. Bon, c'est ce qu'on appelle la médecine allopathique d'aujourd'hui, c'est la médecine fondée sur des evidence, ça veut dire preuve, la médecine fondée sur des preuves. Bon. Cette médecine fondée sur des preuves, en fait, elle a été nommée ainsi par un Canadien, un médecin canadien, qui a repris la nécessité pour établir des choses correctes et rigoureuses sur le plan, par exemple, des traitements, de la prise en charge des traitements, ou du choix des examens complémentaires, de faire des études comparatives qui permettait d'attester par exemple que tel examen complémentaire a une sensibilité, une spécificité suffisante pour être utilisable, et puis pour les traitements, que ces traitements étaient plus efficaces qu'un placebo par exemple. Oui, il y a des techniques épidémiologiques et puis de recherche clinique que savent bien mener les laboratoires pharmaceutiques, qui sont extrêmement onéreuses pour les labos pharmaceutiques, hein, ce qu'on appelle les études randomisées en double aveugle contre placebo. Dont on a beaucoup entendu parler pendant le Covid-19 dans l'affaire Raoult versus le gouvernement. Oui, bien sûr. Alors, ces études, elles sont nécessaires
pour les industriels, pour montrer que leur nouveau produit a un intérêt supplémentaire par rapport aux anciens médicaments. Et ils mettent en œuvre énormément de... Enfin, c'est très lourd et c'est très cher. Bon. Mais quand on est médecin et qu'on doit soigner, comme par exemple Didier Raoult l'a fait dans son institut, il a d'abord soigné les gens, et puis après, en fonction des résultats, il s'est dit, sur ces 30 000 personnes qu'on a soignées, on va essayer de comprendre pourquoi ils sont allés mieux à partir de l'hypothèse qu'on a fait que tel et tel traitement, ça devrait normalement leur faire du bien, quoi, voilà. Mais ça, c'était pas quelque chose de totalement stupide, au contraire, puisque ça se basait déjà sur des publications antérieures qui montraient que l'hydroxychloroquine, par exemple, marchait sur les coronavirus. Même Fauci il avait publié ça il y a des années. Celui qui a démoli après l'hydroxychloroquine. Et puis... donc, il y avait les Chinois aussi qui avaient commencé à utiliser ce médicament dans l'épidémie. Donc, il avait toute raison de penser que ça pourrait bien convenir. Et d'autant plus que lui-même, pour la fièvre Q, mais des années avant, il avait utilisé l'association hydroxychloroquine-azithromycine pour soigner une autre maladie et qui avait... respiratoire. Alors, oui, je connais pas bien, je connais pas cette pathologie parce qu'elle est rare, elle est transmise par les animaux. Mais en tout cas, il y a une vidéo très intéressante qui montre comment il a éradiqué cette maladie d'une ville qui avait été touchée à cause d'une contamination qui venait d'un abattoir de moutons, je crois, et répandue par un hélicoptère de la gendarmerie qui envoyait les microbes sur la ville à chaque fois qu'il décollait, parce que la gendarmerie était à côté de l'abattoir. Et donc il avait pu, comme ça, soigner toute la population en l'espace d'un temps record. Et donc c'était vraiment impressionnant. Bon. C'est l'affaire des bisons aussi, non? Non, je ne crois pas que ça soit ça. Oui. D'accord. Donc en tout cas, je pense que dans son travail de médecin infectiologue, il avait utilisé déjà cette combinaison à plusieurs reprises. Donc c'était en général ce qu'on fait en médecine, c'est ça, il y a un côté empirique, c'est-à-dire qu'on connaît certains médicaments, on les manipule bien, alors... Beaucoup de médecins généralistes font ça, ils ont leurs médicaments préférés, et donc ils savent, ils connaissent, ils ont une expérience avec leurs patients, donc ils vont préférentiellement utiliser des médicaments qu'ils connaissent déjà, et pour lesquels ils ont de bonnes raisons de penser, puisque c'est ça la pratique, la médecine est une pratique, c'est pas la science, avec une personne, donc on commence, on tâtonne, on fait des choses, et ensuite, une fois qu'on a eu un pool de patients suffisamment important, eh bien, on fait ça s'appelle une étude observationnelle, c'est-à-dire qu'on va récupérer toutes les données cliniques de la présence des patients avec leurs symptômes, les résultats d'examens complémentaires, le mode de thérapie qu'ils ont eu, leur terrain, leur sexe, leur comorbidité, etc. Et ensuite, à partir de là, on analyse les choses pour essayer de comprendre pourquoi telle combinaison de médicaments ou tel médicament, ou finalement ça a bien marché pour telle personne, en termes de survie déjà. En termes de guérison totale, ou bien d'amélioration avec séquelles. Donc, je veux dire, c'est très très utile de faire des études observationnelles. Et ce qu'il a fait au niveau études observationnelles, moi je ne suis pas une spécialiste de l'analyse statistique, donc moi je ne pourrais pas critiquer ça, mais je pense qu'il y a une honnêteté là-dedans. Il y a eu, de toute façon, ils ont donné les données brutes, ils les ont rendues publiques, donc toute personne peut réutiliser et refaire les calculs comme il le souhaite. Et en tout cas, moi, je trouve que ce qui est remarquable dans cette équipe de l'IHU, c'est qu'ils ont soigné les gens. Et ils ont essayé de se rendre disponibles de la manière la plus magnifique, en fait, en améliorant très tôt la capacité de dépistage et d'examen, pour attester
la présence du microbe, hein. Donc les tests, ils les ont organisés. Donc c'est un institut où il y a pratiquement 800 personnes quand même qui travaillent, hein, à la pointe des connaissances en matière de microbiologie. Et donc ils n'ont pas ménagé leurs efforts, quoi. Quitte à même à collaborer. À un moment donné, ils n'avaient plus de séquenceurs, par exemple, ou pour faire les PCR, en fait. Ils ont été aidés par des gens de l'INSERM, du CNRS, qui leur ont prêté des machines. Enfin, il y a eu une belle coopération à ce moment-là. Et c'est vraiment remarquable cet effort de tout cet IHU qui se sont mis ensemble vraiment pour arriver à soigner les gens le mieux possible. Et d'ailleurs, il y a eu une reconnaissance énorme de la population à Marseille, hein, des taxis qui ont défilé. Enfin, je veux dire, ça a été très émouvant, pendant que sur BFM TV, on démolissait Raoul tous les jours avec sa tête en médaillon. Donc c'était... Voilà, c'est quelque chose qui restera forcément dans la mémoire de ceux qui étaient lucides et qui voyaient bien ce qui se passait. D'ailleurs, vous répondez à ceux qui critiquent les tests PCR que finalement, ils sont un indice précieux. La question, c'est comment ils ont été employés en fonction du nombre de tours du nombre de cycles, oui, c'est ça, voilà. Oui. Ça, vous pouvez faire un petit... Oui, alors, bon, moi, je ne suis pas une technicienne, j'ai pas une compétence particulière là-dessus, mais ce que j'ai compris en tous les cas, et d'ailleurs, une laborantine l'avait révélé pendant la pandémie, enfin l'épidémie, elle avait montré sur un écran de son laboratoire, regardez, on donne un test positif alors que ça fait beaucoup plus que 30 cycles. Et donc ça n'a aucune valeur en réalité. Alors bien sûr, il y a des gens qui simplifient en disant les tests PCR, ça n'a pas de valeur. Si, ça a une valeur à partir du moment où les gens ont des symptômes, que l'apparence clinique fait penser que ça peut être le Covid, hein, et si en plus, avec un nombre de cycles restreint, en dessous un seuil qui était de 25 ou je ne sais plus, quelque chose comme ça, en dessous de 30 en tout cas, si c'est positif, ça a un sens. C'est significatif. Oui, c'est significatif et c'est quand même plus précis que les tests antigéniques, par exemple, qu'on a pu faire en pharmacie ou les autotests à la maison qui peuvent réagir avec du Coca-Cola ou des choses comme ça. Donc oui, c'est important. Mais oui, pour en revenir à cette manipulation, je pense qu'ils ont eu effectivement des consignes de ne pas donner les résultats avec le nombre de cycles. Hein. Voilà. Vous êtes un médecin très attaché à la science, aux preuves, mais vous avez l'air de dire dans le livre que finalement les médecines complémentaires, la psychologie, la philosophie, toutes ces sciences humaines sont indispensables pour faire un bon médecin. Bah oui, c'est comme pour faire une bonne personne. Oui. Mais c'est vrai que la médecine, c'est une disponibilité d'un médecin pour son patient. C'est-à-dire qu'on s'oublie soi-même, il faut s'oublier soi-même pour ne penser qu'à l'autre. Pendant la période où on est face à quelqu'un qui est en souffrance ou qui a des symptômes et pour lequel c'est important qu'on agisse. Donc il y a un moment donné où on s'oublie soi-même et on va mettre tous nos efforts à la fois de rationalité, hein, puisque la médecine hippocratique, c'est une médecine qui est basée sur une pratique qui nécessite de l'honnêteté intellectuelle et de la rigueur. Avec les moyens qu'on a, on est tous différents, on a tous des carences de connaissances, etc. Mais ce qui compte, c'est que vraiment, on veuille être le plus honnête possible et faire le mieux pour la personne. Donc avec chacun, on a des connaissances, mais on n'a pas toutes les mêmes connaissances. Donc on va faire avec ce qu'on a. Et avec ce qu'on a, et quand on ne sait pas et qu'on a besoin d'informations supplémentaires, on va demander à un collègue, on va demander même des fois des gens qui ne sont pas forcément des médecins, mais qui ont l'expérience, par exemple, d'une infirmière. Je me souviens, par exemple, ma mère qui était soignante, hein, mais qui
faisaient fonction d'infirmière aux urgences. Bien souvent, les internes qui arrivaient, ils étaient jeunes, ils étaient inexpérimentés, et donc ils demandaient à ma mère, qui était soignante, hein, ils lui disaient, alors qu'est-ce que vous pensez là, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et donc elle avait ces souvenirs de ce que les autres internes en médecine faisaient, et donc elle aiguillait l'interne. Donc ils étaient soulagés, très reconnaissants, parce que avec le stress, l'émotion, il faut que je décide maintenant ce que je fais, et puis le médecin senior n'est pas là, voilà. Donc parfois même les personnes qui sont pas médecins peuvent aider les médecins aussi à comprendre ce qui se passe et à savoir quoi faire. C'est du cas par cas, la médecine. Oui, c'est du cas par cas. Ouais. Mais quand on sait pas, maintenant, on a des outils à disposition, on a Internet, on peut aller chercher des informations très rapidement. L'intelligence artificielle que je critique dans mon livre, parce que je pense que l'intelligence artificielle, c'est une intelligence, c'est une accumulation de connaissances, une capacité de faire des synthèses, mais c'est absolument pas une capacité de décider avec une âme humaine. Mais l'intelligence artificielle, dans ce qu'elle a de positif, c'est qu'elle permet de rassembler un certain nombre de connaissances qu'on n'a pas, en posant des questions, d'en faire une synthèse, et après, à nous, avec notre discernement et notre compréhension des limites de l'intelligence artificielle, d'en tirer la substantifique moelle, donc quelque chose d'utile pour prendre une décision rapidement. Donc ça, c'est aussi possible. Donc en fait, avec toutes nos connaissances ou nos carences de connaissances, on finit par décider d'une action. Et c'est ça la médecine, quoi. C'est la pratique. C'est un moment où on se lance, on se jette à l'eau. On se jette à l'eau et il faut qu'on soit prudent, c'est-à-dire qu'on surveille, on a toujours des doutes. C'est un médecin qui n'a pas de doute. C'est bizarre. Oui, c'est vrai que vous mettez en avant ces valeurs qui vous tiennent à cœur, donc chez un médecin, un bon praticien, le jugement, l'honnêteté, le discernement, la déontologie, l'éthique, l'esprit critique et aussi l'acceptation du débat. Oui, et puis le fait de reconnaître que le patient peut se soigner lui-même, c'est-à-dire d'abord il y a des mécanismes d'autoréparation dans le corps, et que ce qui est très important aussi, c'est que lui-même il soit acteur de son traitement, de l'amélioration de sa santé. Et que c'est important qu'il en ait conscience et qu'il devienne actif lui-même. Et qu'on comprenne où est-ce qu'il veut aller. Je veux dire, c'est très important de comprendre ce que la personne veut en face de soi et ce qu'elle est capable de faire et ce qu'elle a envie de faire. Voilà. Vous êtes certainement un peu préoccupé par ce grand mouvement de transhumanisme et de robotisation qui va forcément déferler dans la médecine. Vous en diriez quoi? Alors, je ne suis pas bien informée. Moi, je dirais que ce dont j'ai entendu parler, c'est par exemple des implants qu'on peut mettre dans le cerveau des gens. Alors je trouve que c'est très utile pour des gens qui ont des maladies neurologiques avec des déficiences. Si on peut leur faire retrouver des fonctionnalités, je trouve que c'est formidable. Et ça serait terrible qu'on empêche ces choses de se faire. Après, si c'est mettre des implants dans le cerveau des gens normaux pour leur donner des fonctions plus importantes, non, bien sûr, éthiquement, c'est critiquable. C'est l'homme augmenté de... Voilà, donc je ne sais pas exactement si ces choses existent déjà, si c'est possible, je ne suis pas informée là-dessus, mais je trouve que c'est quelque chose de nuisible. Puis ça met en concurrence les gens, ça donne un pouvoir supplémentaire à quelqu'un qui aurait une possibilité d'un coût supérieur à celle des autres. Déjà l'argent, c'est le cas avec l'argent, on peut corrompre et obtenir des choses et le pouvoir. Donc si en plus là on a... Bon. Donc ça, je suis pas très... Alors la robotisation, c'est bien par exemple d'avoir un robot qui va pouvoir... qui va pouvoir permettre à un chirurgien à distance, par exemple, d'opérer quelqu'un. Donc ça, je trouve que c'est formidable. Mais utiliser un robot pour remplacer un médecin, c'est-à-dire remplacer son âme, remplacer la relation médecin-patient, non, c'est une illusion évidemment, c'est une illusion et puis il y a un côté prétention. Je pense que ça correspond à une carence de connaissances et de connaissances en sciences humaines, enfin de conscience humaine, enfin c'est des
des gens qui imaginent ça n'ont pas beaucoup d'épaisseur, je trouve, l'épaisseur humaine. Avant de terminer sur la question de la filiation, vous dites quelque chose d'important à un moment donné, vers la fin du livre, vous dites le mouvement de la santé intégrative n'est pas libre. Ben, je me suis rendu compte ces dernières années qu'il y avait des attaques faites contre les gens qui pratiquent des thérapies alternatives, qu'on appelle médecine complémentaire, médecine alternative, parce que on fait toujours référence à la médecine allopathique occidentale, mais c'est quand même préoccupant parce qu'en fait, énormément de gens souffrent de troubles fonctionnels, c'est-à-dire non pas de lésions, mais de troubles qui peuvent leur faire, je veux dire, des douleurs, hein, mais aussi ou des dysfonctionnements d'organes digestifs ou autres. Et ces personnes, finalement, elles peuvent être bien souvent bien mieux prises en charge et bien mieux soulagées avec ces thérapies dites complémentaires que par la médecine allopathique, qui n'a pas fait beaucoup de recherches dans ce domaine. Parce que quand les symptômes sont réversibles, bah on se dit bon, bah ça y est, c'est fini, on ne va pas financer énormément de choses avec cette vision scientifique, on ne va pas financer des recherches scientifiques, biologiques sur des troubles fonctionnels, on peut le comprendre aussi parce que ça disparaît. Bon. Mais malgré tout, ça peut ruiner la vie de quelqu'un. Ça peut ruiner son existence, parce qu'il y a des douleurs qui reviennent en permanence, hein, même s'il n'y a pas de lésion. Des douleurs ou des dysfonctionnements. Bon. Donc c'est important quand il existe des thérapies qui sont anciennes, qui sont éprouvées, même empiriques, et qui permettent de soulager les gens. Et là, par exemple, j'ai été stupéfaite de voir que, par exemple, l'homéopathie a été déremboursée. C'est une première attaque contre l'homéopathie, hein, puisque forcément, en plus de ça, c'était des médicaments qui coûtaient pratiquement rien, quoi. C'était vraiment pas exagéré comme dépense de la sécurité sociale. C'est symbolique. C'est symbolique, ouais. Et puis l'ostéopathie, c'est toujours pas considéré comme fiable par l'ordre des médecins, ce qui est quand même un comble parce que il y a des complémentaires santé qui remboursent l'ostéopathie. Hein, donc ça veut dire qu'ils ont bien fait leur compte, eux. Ils ont bien compris que forcément certaines personnes peuvent être soulagées par l'ostéopathie et vont reprendre leur travail, ne vont pas dépenser d'argent à faire d'autres examens complémentaires et des traitements coûteux. Donc c'est deux exemples, hein, c'est ceux que je connais le plus. Bon, ce qui est de l'ordre de l'acupuncture aussi, on l'utilise même pour préparer des interventions chirurgicales, enfin dans le domaine de l'anesthésie. Donc c'est incroyable qu'il y ait une telle attaque contre ces thérapies. Moi je ne vois pas d'autre explication qui est derrière des intérêts de l'industrie pharmaceutique qui essaye de manipuler des gens pour arriver à dénigrer ces thérapies. Quand on parle de charlatanisme, déjà charlatanisme, il faudrait déjà être médecin pour être accusé de charlatanisme. Si on n'est pas médecin, on ne peut pas être accusé de faire de la mauvaise médecine, puisque on n'est pas médecin. Bon, première chose. Et puis, les idées ne me viennent pas trop là, mais je pense qu'il y a eu un rapport de fait aussi par l'ordre des médecins sur les médecines complémentaires, qui est forcément à charge avec l'idée que toutes ces médecines, toutes ces thérapies qui sont pourtant empiriques, devraient être analysées à l'aune de ce qu'est la médecine allopathique, c'est-à-dire avec des expériences, des statistiques, des evidence-based medicine, alors que c'est absolument pas adapté à ce type de pratique. Il y a un problème épistémologique là-dedans. On ne peut pas observer la Lune avec un microscope, on ne peut pas observer une cellule avec un télescope. Hein. Donc il y a toujours la question de l'outil.
Adapté. Voilà, donc l'ordre des médecins, d'abord ils ne sont pas de compétences particulières. Quand on vote pour des gens à l'ordre des médecins, c'est pas sur des compétences, c'est pas sur des expertises particulières. Hein, et encore quand certains montrent comment dire, je ne sais plus comment ça s'appelle, quand on se présente aux élections... une profession de foi. Profession de foi, voilà. La profession de foi, quand on se présente aux élections à l'ordre des médecins, on n'est pas obligé de la montrer. Et on voit que plusieurs médecins peuvent avoir la même profession de foi. Mais ça n'engage qu'eux-mêmes. C'est-à-dire c'est des promesses qui disent oui, on va vous défendre, ceci, cela, mais bon, c'est toujours très très vague de toute façon. Et voilà, donc c'est problématique. Ouais. Pour conclure en beauté cet entretien, je vais aborder un thème qui vous tient à cœur. La question de la filiation et du sens d'une vie, qui est abordée à la fin de ce beau livre. Bah oui, oui, ça c'est une digression un petit peu personnelle, effectivement, parce que je me suis posé la question comme parfois les gens se posent des questions, pourquoi j'ai choisi ce métier, qu'est-ce qui a fait que je suis allée dans cette voie. Donc je suis repartie vers ma mère, parce que je me suis dit, quand je me souviens du plus loin que je me souvienne, il y a une chose qui me reste, c'est que parfois j'oubliais les traits du visage de ma mère. Et quand j'étais loin d'elle, par exemple en colonie de vacances, qui était pour moi une horreur, j'arrivais plus à me souvenir de son visage. Et j'étais petite, à 7 ans, je me souviens, je pleurais le soir parce qu'elle n'était pas là, quoi, comme beaucoup d'enfants petits qui se retrouvent le soir à repenser à leurs sentiments, à leurs parents et à leur maman en particulier. Et le temps aidant, j'ai souvent repensé à cette question-là de cette amnésie de son visage. Et je me suis souvenu qu'elle était souvent très triste. Et quand j'étais enfant, j'étais une bonne élève. J'avais des très bonnes notes à l'école primaire et puis au collège aussi, pendant une partie du collège. Et je me suis demandé si cette capacité et cet effort que je faisais, j'avais des facilités, donc je faisais pas trop d'efforts, mais quand même ça me tenait à cœur d'avoir des bonnes notes, et je pense que c'était pour elle. C'était pour voir un sourire sur son visage. Donc voilà. Et ensuite, comme c'était une personne qui travaillait à l'hôpital, quand j'étais moi-même enfant, elle travaillait à l'hôpital Broussais à Paris, en cardiologie. Et donc elle faisait un travail qui n'était pas un travail de soins pendant longtemps, elle faisait un travail de service au restaurant des chirurgiens qui opéraient le cœur à l'hôpital Broussais. C'était un aussi avec le professeur Cabrol, qui était à la Salpêtrière. C'était le deuxième centre où il y a eu les premières greffes du cœur, à l'hôpital Broussais. Donc elle a vu le premier greffé cardiaque de l'hôpital Broussais. Le père, c'était un prêtre, je ne sais plus comment il s'appelle. Et donc elle côtoyait, au moment où elle était au restaurant, où elle servait les médecins, les chercheurs, elle côtoyait des gens comme ça qu'elle admirait. Et moi, petite, je me souviens d'un moment, j'avais 5 ans, j'étais allée à son travail parce que personne ne me gardait, enfin il y avait un problème de garde, et je devais écrire sur un grand registre les noms des médecins qui venaient manger. Et je savais écrire déjà à 5 ans. Donc j'avais commencé à écrire, et il y avait par exemple le professeur Miliez, qui était un médecin très estimé, qui était très engagé aussi, mais je ne le savais pas évidemment à l'époque, mais c'était un grand monsieur. Et donc j'avais écrit son nom, Miliez, sur le grand registre, et je distribuais les tickets. C'était moi qui, à 5 ans, inscrivais le nom ce jour-là et distribuais les tickets pour que la personne puisse ensuite choisir ses plats, etc. Donc c'est amusant, et donc j'ai baigné dans ce milieu où pour moi l'hôpital c'était un deuxième lieu de vie. Quand je rentrais dans ce bâtiment, le bâtiment de chirurgie cardiaque, en fait ça sentait l'éther. Pour moi ça sentait bon, c'était une bonne odeur. Et donc je savais qu'au 3e, pour que je sois intéressée à l'histoire, c'était l'étage des enfants, c'était la pédiatrie.
la chirurgie pédiatrique. Et puis au 6e étage, c'était là où ma mère travaillait, donc c'était le dernier étage où on voyait le paysage, et il y avait une grande terrasse, et puis c'était la salle de restaurant. Mais c'était aussi toute une histoire, parce que au bout du couloir, il y avait les appartements des chirurgiens du service, le professeur Cachera d'abord, avec sa famille, qui a été remplacée après par le professeur Carpentier, avec son petit garçon, qui maintenant est neurochirurgien, mais qui a 4 ans, et je l'ai vu, ce petit, là, maintenant il ne me connaît pas, mais il voulait devenir éboueur. Parce que c'était très intéressant de monter sur les camions poubelles pendant qu'il roulait. Voilà. Donc il y avait des choses très très intimes comme ça, c'est des souvenirs intimes, mais c'est des souvenirs aussi de voir ma mère dans une posture d'admiration pour des gens. Et je me suis dit, ah bah peut-être que pour lui faire plaisir, il faut que je sois médecin, puis il faut que je sois chercheur aussi. Voilà. Elle aurait voulu être médecin. Alors elle avait l'ambition d'être infirmière déjà. Mais en fait, il se trouve que je suis arrivée... elle a été enceinte de moi, elle n'a pas pu faire ses études d'infirmière comme elle avait prévu. Donc elle était aide-soignante. Mais en fait, à la fin de sa carrière, enfin ça a duré quand même plusieurs années, le médecin du travail de l'hôpital, sous prétexte qu'elle avait des problèmes d'artérite, l'a mis sur un poste doux. Alors le poste doux, c'était quoi? Ben, c'était d'être infirmière aux urgences, de recevoir des toxicomanes, de laver des clochards, de poursuivre des gens agités avec une seringue pour injecter un calmant à travers le pantalon, de faire un lavage d'estomac. Voilà, c'était ça le poste doux de ma mère à la fin de sa carrière. Mais bon, ça l'a passionnée, elle était heureuse de le faire. Et voilà. Et donc j'étais en admiration aussi devant cette activité des urgences qui est très dramatique, qui est un autre mode comment dire, de pratique de la médecine, hein, qui est une médecine sur le champ où il faut décider tout de suite, et qui a sa beauté aussi dans cette pratique. Elle vous a vu devenir médecin ? Oui, elle m'a vu devenir médecin, mais elle m'a vu aussi devenir chômeuse, et ça c'était pour elle, c'était très, très triste, mais elle m'a beaucoup soutenue, elle était adorable, c'était une femme très très affectueuse. Ouais. D'ailleurs, elle veille sur vous, elle est en photo noir et blanc, cette belle photo qui est derrière vous. Oui, celle-ci là, oui. Nous pouvons lui dédier cet entretien. Avec plaisir, oui, ça sera une grande... D'ailleurs, je lui ai écrit un livre de poèmes qui s'appelle « Le sillon des jours ». Et en fait, quand elle était déjà démente, elle avait une démence, j'ai pas pu le publier avant qu'elle perde la raison, mais en même temps, je lui ai quand même lu des poèmes, même si elle ne comprenait pas. Elle voyait bien que j'étais là et que je m'occupais d'elle. Il y avait des petits signes d'affection quand même. Ouais. Vous avez pu l'accompagner jusqu'à son dernier souffle? Bah oui, on peut dire. Alors, elle était dans un EHPAD, hein, donc j'étais pas là vraiment quand elle est décédée, mais il y avait une infirmière formidable qui était vraiment très très attachée à elle et qui l'a bien soignée jusqu'à sa mort. Ouais. C'était un peu les soins palliatifs de l'époque. C'était pas si longtemps, en 2016, hein, mais en tout cas, l'humain, il est au centre. Hein. Bon, il n'y avait pas un accompagnement médical très intéressant là-bas, mais par contre, l'unique infirmière de l'EHPAD était près d'elle et s'est occupée d'elle, oui. Donc, c'était déjà bien. Merci à vous, docteur Lani, qu'on aimerait avoir comme médecin. Ah oui, mais c'est pas le cas. Merci Stéphanie pour cette agréable interview avec moi. Merci.